Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on n'a presque pas de secret pour vous. Salut, moi c'est Anaïs et ma chambre des secrets est actuellement fermée au public. Et moi c'est Marie et au moment où cet épisode sera diffusé, j'aurai vu le pont avec le train d'Harry Potter. Waouh, dans la vraie vie. incroyable. Après avoir exploré Twilight, 50 nuances de Grey et Bridgerton cet été, on vous emmène au cœur d'une autre œuvre culte. Vraiment culte cette fois-ci, contrairement à Twilight, 50 nuances de Grey et Bridgerton. Je trouve que tu manques un peu de respect à Twilight quand même. C'est vrai, mais je pense que quand même Harry Potter, puisque c'est de cette œuvre dont il s'agit, est un poil plus qualitative et plus culte que Twilight. C'est la saga littéraire la plus populaire de l'histoire du monde de tous les temps. Donc Voilà. Je pense qu'effectivement, le statut culte n'est plus approuvé. Ce qui caractérise Harry Potter, entre autres, c'est que c'est une saga dans laquelle les adultes sont moins doués que des préados pour sauver le monde. Mm-hmm. Ils ont tous beaucoup de coronets pour des gens qui ont 12 ans quand même. Faut m'expliquer aussi pourquoi c'est Hermione qui a genre 5 ans et demi, qui est la meilleure personne de cette école dans laquelle il y a des adultes qui sont des magiciens confirmés pour toujours réussir à trouver le sort qu'il faut, quoi. Dans les 6 prochaines semaines, on va répondre à cette question et bien d'autres. On va essayer d'y répondre. Exactement, puisqu'on va se replonger donc dans chaque film de la saga Harry Potter. On a déjà enregistré un épisode en public il y a quelques mois lors du festival Bordeaux Faites le podcast sur le premier volet de Harry Potter à l'école des sorciers. Et on avait vu à ce moment-là qu'il y avait une dynamique un peu différente entre toi et moi. C'est-à-dire que Pour changer. C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été une énorme fan d'Harry Potter et j'ai encore des reliquats. Et toi, tu les as lus, tu les as vus, tu les as peut-être pas tous lus et tous vus. Non, j'ai pas lu le 7 et j'ai pas vu le 6. Zéro cohérence, mais c'est pas grave. C'est ça. Je suis Harry Potter gnostique. Exactement. Et tu ne te souviens presque de rien. Non. De quelques trucs quand même. Je peux te résumer la saga. Vas-y. Dans le 1, il y a l'école. Dans le 2, il y a la meuf qui pleure dans les toilettes. Ouais. Dans le 3, il y a la prison et les détraqueurs. Ouais. Dans le 4, c'est les JO. Ouais. Dans le 5, il y a Gary Oldman qui parle à côté d'une cheminée. Ouais. Dans le 6, Dumbledore meurt. Ouais. Et dans le 7, Dobby meurt. Ouais, ok. Voilà. Trop bien, bravo. Spoiler. C'est fini. Le 5, vraiment, Gary Oldman à côté d'une cheminée, si tu veux. C'est le seul truc dont je me souviens. C'est crucial. Bah oui, je pense. Comme toujours, avant de regarder une œuvre, on s'est enregistré, bon là, un petit peu à l'improviste, sur le canapé d'Anaïs. Encore une fois, pour changer. Voilà. Avant de regarder donc Harry Potter et la Chambre des Secrets pour voir où on en était chacune sur nos souvenirs de ce film en particulier. Alors on s'apprête à regarder Harry Potter et la Chambre des Secrets. 161 minutes. 161 minutes, c'est un film très long. Trop long. Sûrement. Probablement. Quel est ton rapport, toi, avec cette œuvre ? Avec le 2 très spécifiquement. Bah oui, on va le faire pour chaque... réfléchis en avance. Oui, parce que... ça va être le même rapport à chaque fois. Enfin... Ah bah non, mais je sais pas, le 2, il y a des trucs, il y a des moments marquants. Bah, moi, c'est pas le même rapport à chaque fois. Moi, je me souviens de rien. Donc, je sais que j'aimais beaucoup le livre 2, parce qu'il y avait Ron sur la couverture. Mais à part ça... Mais il était sur la couverture du 1 aussi, Anaïs. Oui, mais j'aimais vraiment la couverture du 2. Mais c'est absolument tout ce que je garde comme souvenir. Donc, je sais pas. Je sais qu'il y a une chambre des secrets. Tu te souviens de ce que c'est, la Chambre des Secrets ? Non. D'accord. Tu te souviens qu'il y a le méchant dedans ? C'est pas un jeu du sort ? Si. Ouais, voilà. Bon, bah, très bien. Ouais. On va regarder. J'espère que ton niveau d'enthousiasme va augmenter un tout petit peu. Pas vraiment. Je confirme, le niveau d'enthousiasme n'a pas bougé. Non. Bon, je l'ai dit, j'ai été une très très grosse fan de Harry Potter. Je le suis encore un petit peu quand même si je le relis pas aussi souvent. Mais j'ai jamais aimé le 2e tome. Je me souviens que j'avais un traumatisme en fait lié à ce livre, où le fait que Harry soit accusé pendant une grosse partie du livre, même si en fait dans le film c'est pas si présent que ça, mais dans le livre je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué le fait qu'il était accusé à tort. Ça m'angoissait en fait. Et je me souviens que j'ai vu le film mais que je l'ai jamais revu. J'ai pas le souvenir de l'avoir revu plusieurs fois en tout cas. Malgré ça, tu as quand même passé tout le visionnage au début de chaque scène à dire « Ah, il va se passer ça là » ou alors « Tu sais ce qui se passe là ?» C'est vrai. Je me suis aussi beaucoup plaint de l'intrigue et du film en général. Bon. Non, mais il est con. Tu vois, c'est pour ça que j'aimais pas ce film et que j'aimais pas ce livre. Il y a ces scène après scène où il est mis dans des situations pas possibles. Harry, wait!
Oh voilà, je déteste ce film. On va avoir 2 heures de ça va être horrible. 2h40. C'est vrai. Je pense qu'on peut dire que c'est un peu excessif. Vraiment. Toi, bon, tes souvenirs étaient inexistants, pas très vifs. Moi, il faut partir du principe qu'il n'y a pas grand-chose dans ma tête. Et alors, encore moins quand il s'agit d'Harry Potter. Vraiment, la boîte est vide. Tu te souviens ce qui s'est passé avec Hermione ? Non, mais je me souviens... Il s'est passé un truc. Bravo. Je suis très forte en prévision. Mais ce qui est bien avec toi, c'est que, bon, il faut dire, on s'est emmerdé devant ce film, très clairement. Oh, oui. C'est trop long et on n'est peut-être plus le public cible. Mais tu trouves toujours un moyen de tuer l'ennui d'une manière vraiment bien à toi. Je suis désolée. Percy, il est mignon. Ça va pas la tête. Bah, c'est le plus mignon de la famille, là. Hein. Oui, bah physiquement, mais... Bah, c'est le seul critère que j'ai. Je sais pas qui c'est, Percy. Je pense quand même que les Serpentards, c'est les meilleurs coups. Hein. Je sais pas. Ils seront dark and twisted. Oh, ils ont envie de l'être en tout cas, mais... Et très bien coiffé. Il est BG. Hein. Tu trouves qu'il est BG, toi ? Bah, sa perruque est horrible, mais si t'enlèves ça... J'adore. Oh. Sexy. Il fait faire des choses à quelqu'un. Oh. C'est vraiment kinky. Hein. Oh oui, Tom, j'ai dit ça. Je viens ouvrir ma chambre des secrets. Comme dirait Cordelia dans Buffy, what is your childhood trauma? Qu'est-ce qui va pas chez toi, Anaïs? Alors, ma psy se pose souvent la question. D'ailleurs, j'appelle son cabinet la chambre des secrets. Je ne sais pas ce qui va pas chez moi, mais il faut reconnaître que c'est très divertissant. Ça permet de s'occuper en toutes circonstances. On l'a compris, ce film nous a pas transcendés. Mais Non, c'était horrible. D'accord. C'était catastrophique. C'est marrant parce que T'as lutté contre le sommeil pendant tout le film. Oui, j'étais très fatiguée. C'est nul. Enfin, très clairement, j'aime pas ce film. Mais Roger Ebert lui a donné 4 étoiles. Moi, je pense que c'est un film qui a été sans doute bien accueilli pour ses effets spéciaux. Parce que c'était un des grands défis, j'imagine, de l'adaptation, surtout à cette époque-là, c'était de transformer l'univers littéraire en quelque chose qui soit crédible à l'écran. Et visuellement, c'est vrai que c'est plutôt impressionnant. Enfin, c'est quand même des vieux films. Et ils ont pas trop mal vieilli, je trouve, sur les visuels. Il y a 2-3 trucs dans celui-là qui sont un peu moches. Mais donc, je peux comprendre que des gens aient été émerveillés à l'époque. Mais c'est super mal écrit, quoi. Ce qu'il saluait dans sa critique, c'était le côté plus sombre et le fait qu'on était moins dans un film d'exposition que dans le premier où on est en train de découvrir l'univers des sorciers. Du coup, il y a beaucoup de moments d'explication de comment les choses fonctionnent ou des choses comme ça. Là, on est passé outre ça, donc on rentre un peu plus dans l'univers et c'est un peu plus sombre. Ah oui, bah pour moi, c'est exactement ça le problème. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai, en fait, le premier est toujours très bon et il fonctionne toujours bien parce que c'est la découverte de l'univers et que c'est hyper plaisant et ludique pour nous qui avons en plus découvert cet univers quand on était enfant. Ça fait oublier les défauts de scénario, de dialogue et de jeu des acteurs. Exactement. Et dans le 2, comme on est 100% sur de l'intrigue, quasiment, il y a beaucoup moins d'exposition, bah, on réalise qu'il y a beaucoup de défauts dans l'intrigue. Et c'est vraiment pas une intrigue très prenante. Après, c'est marrant parce que pour le coup, dans le livre, je l'avais dévoré, tu vois. Mais moi aussi, mais en fait, il y a plein de choses, je pense qu'on va en reparler, mais il y a plein de choses qui, à mon avis, fonctionnent pas justement dans l'adaptation du livre à l'écran. Et, à mon avis, il y a aussi un problème de longueur qui est très évident. Parce que ils ont voulu sans doute transposer tout ce qu'il y a dans le livre à l'écran pour pas décevoir les fans, parce que t'as envie d'avoir la petite scène et le petit moment ou machin. Mais à l'écran, en fait, il faut couper. Et il y a plein de moments de creux ou de vide, et on sent que c'est juste parce que c'était des scènes qui étaient sans doute dans le livre, qu'on a voulu les adapter visuellement, mais ça ralentit énormément l'intrigue. C'est marrant parce que pour moi, c'est plus un défaut, c'est limite pas couper des scènes, mais c'est le montage dans les scènes qui est pas assez dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des blancs entre chaque réplique où t'es là, wow, ça fait vraiment pas naturel. En fait, il y a un côté très mécanique
qui est dû au jeu des acteurs, mais qui est aussi dû au montage, quoi. Ouais, pour moi, c'est les deux. C'est le montage global qui devrait être un peu plus dynamique et je pense qu'il y a quelques scènes qui sont sympas. Moi, j'adore les petits lutins bleus, là. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 minutes où les petits lutins bleus envahissent la classe ? Non, ceci dit, tu les as vraiment adorés. J'adore toutes les petites bestioles un peu méchantes. Trop mignon. Oh. C'est vraiment des petits démons horribles. Avec des ailes. Trop mignon. Non, mais ils ont une belle teinte en plus. Vraiment, ça, moi, ça j'ai tape à l'œil. Trop bleu, justement. Bon, il va quand même falloir que tu résumes cette intrigue en 30 secondes. C'est la 5e à Poudlard. Ah oui, oui, d'accord. la classe de 5e. Oui. Et donc, c'est la rentrée et il se trouve que... T'es tellement pas inspiré. Non, mais surtout, en fait, c'est marrant parce qu'à la fois, ils essayent de te mettre plein d'intrigues, mais au final, il n'y a rien dans ce film, il est un peu vide. Bon, quand même. Ils découvrent, Harry Potter et compagnie, qu'il y a une pièce secrète dans Poudlard, qui est une pièce génocidaire, en fait, qui veut éliminer tous les moitiés sang moldus, je sais pas comment on dit. Les sangs de bourbe. Les sangs de bourbe, voilà, de l'école. Ouais. C'est comme ça que McGonagall décrit le truc. Elle dit c'est une pièce secrète qu'on n'a jamais trouvée et l'objectif c'était d'éliminer tous les élèves qui n'avaient pas leur place dans l'école et donc comme c'était une idée de Serpentard, c'était une idéologie hyper raciste et ségrégatoire. Oui, l'idée c'est qu'il y a un monstre dans cette pièce. Oui, pas la pièce elle-même. Comme dans toute chambre des secrets, voilà. J'ai envie de dire. Bon, donc c'est ça ton résumé? Oui. Je peux essayer de faire mieux, mais non, en vrai, j'ai pas préparé. Et... Bon, je peux le faire. Oui, mais toi, tu vas partir alors non, en l'an je vais 1850. Non, je vais juste dire que le principe, c'est que Voldemort, cette fois-ci, revient à travers son journal intime d'adolescent. Et ce journal intime a la capacité de prendre possession des gens qui écrivent dedans et de leur faire des choses. Donc, il va prendre possession de Ginny et il va, à travers elle, stupéfier différents enfants et élèves de l'école et un chat, le Mrs. Norris, jusqu'à ce qu'on découvre en fait que du coup, c'était Tom Jeu du sort, Tom Riddle, donc Voldemort jeune, et il est confronté à Harry à la fin. Est-ce que tu as des questions? Des questions surtout de mythologie. Vas-y. Quelle est l'orientation politique de la Gazette du Sorcier? C'est très intéressant ce que tu poses comme question parce que je dirais que le sujet n'est pas forcément pertinent dans la Chambre des Secrets, mais le devient après le 4 quand justement le ministère de la Magie ne fait pas confiance à Harry et pense qu'il ment quand il dit que Voldemort est de retour. Et du coup, à ce moment-là, la Gazette des Sorciers commence une campagne de désinformation sur Harry en l'accusant d'être un menteur. Et donc, on se rend compte à ce moment-là quand même que la Gazette des Sorciers est totalement un outil presque de propagande du ministère de la Magie, quoi. Ouais, parce que là, il y a une scène où Malfoy montre qu'il est un petit peu complotiste parce qu'il commence à se demander pourquoi la Gazette des Sorciers n'a pas mentionné toute cette histoire d'épuration au sein de l'école. Et il trouve ça bizarre et il pense que #les médias nous mentent. Et donc, je me suis posé la question. Souvent, est-ce que la Gazette des Sorciers, c'est Libé? Est-ce que la Gazette des Sorciers, c'est pas Mediapart. Valeur Actuelle? Ouais. C'est ni Valeur Actuelle. Ça devient Valeur Actuelle très clairement à partir du 5. En fait, c'est plus une critique un peu des tabloïds britanniques qui vont un peu là où le vent les emporte, quoi. Donc, par exemple, là, on comprend que si le ministère de la Magie veut pas faire de vagues autour de cette affaire, la Gazette des Sorciers va suivre le mouvement, quoi. Mais si le ministère de la Magie leur dit que Dumbledore fait de la merde, ils vont mettre Dumbledore fait de la merde en une, quoi. Ça paye combien les piges à Sorcière Hebdo? Si ça paye bien, ça m'intéresse. Écoute, je sais pas, mais ça peut. Où est-ce que je peux adopter un lutin de Cornouailles? Très important. En Cornouailles, j'imagine. C'est des questions rhétoriques, t'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Si on passe un permis B en boîte automatique, est-ce qu'on peut ensuite faire une passerelle pour avoir en quelques heures le permis voiture volante? J'ai envie de te dire, déjà, passe ton permis B.
Mais j'ai envie de te dire déjà toi aussi. Est-ce qu'on peut mettre en place une formation à la mairie de Paris pour leur apprendre à transformer les rats en gobelets de cristal, comme ils le font dans ce film? Ce serait très pratique. Et surtout, plus grosse question, pourquoi la chambre des secrets s'appelle la chambre des secrets, puisque ce n'est pas une chambre et il n'y a pas de secret dedans? En vrai, je pense que c'est un problème de traduction parce qu'en anglais, c'est chamber, qui est pas une room. Oui, enfin, c'est genre l'antre des secrets. Exactement. Mais c'est pareil, en fait. C'est quoi le rapport entre les secrets et l'épuration ethnique, en fait? Je pense que c'est parce que il est Bon, déjà, je pense que c'est parce que ça fait ouh secret. Ouais. Et donc tu te dis ouh, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Oui, c'est sûr que la chambre des fachos, c'est moins. Exactement. Et je pense aussi que c'est considéré, enfin, c'est censé être un peu un des secrets de l'école qui a ce lieu qui existe, quoi. La chambre secrète, ce serait peut-être plus. Exactement. Enfin, l'antre secrète, du coup, parce que chamber, chambre, c'est bizarre comme traduction. C'est ça. Ou je sais pas, la chambre des frissons, par exemple. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas des secrets, il y a un gros serpent. Ouais. Et soyez un peu cohérents, s'il vous plaît. Déjà que j'ai du mal à suivre, ou en tout cas à m'investir beaucoup dans ces visionnages. Si en plus, je suis perturbée par les dénominations, ça va tout compliquer. Moi, je pense que c'est ça qui te maintient éveillée. C'est possible. Donc... On va passer aux personnages. Donc, évidemment, on retrouve notre trio star qui nous tape un peu sur le système par moment. Oh, qui est con. Ils sont meneux. Ils sont débiles. J'en peux plus. Et moi, je sais que j'ai trouvé Harry crispant par moment. Je crois que toi aussi, mais il y a un extrait où je limite et je suis vraiment horrible. Not my words. No, Mr. Phillips, you don't understand. Oh, qui est con. Ah oui, il y avait un gros niveau de... C'est ça, de la réplique de percutante, de la Bravo. critique pointue, acérée. Non, mais en fait, je pense que ça souligne quand même quelque chose de très important sur pourquoi ce film ne fonctionne pas. Et c'est parce que nos héros sont très passifs dans ce film. Moi, personnellement, je déteste au cinéma quand les personnages sont trop passifs. Je trouve que ça se ressent. Même parfois, on n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur ce qui fonctionne pas dans un film. Mais c'est souvent lié à ça, parce que c'est très frustrant en tant que spectateur de voir des personnages subir constamment. Et dans ce film-là, plus que dans le premier, je trouve, ils subissent beaucoup. Non seulement ils prennent pas les bonnes décisions, mais en plus, ils sont jamais actifs de rien. Et même dans la résolution des conflits et des problèmes, il y a toujours un truc qui leur tombe miraculeusement entre les mains. Donc c'est pas du tout propulsif. Et en plus, t'as envie de les secouer un peu, parce que forcément, ils font rien. Et là, dans la scène où t'étais énervé, il est surpris justement face à des cadavres ou des gens pétrifiés et accusés à tort ou soupçonnés d'être le responsable. Et au lieu de se défendre ou d'expliquer, ou même dès qu'il les trouve, au lieu d'aller tout de suite chercher de l'aide, il reste un peu comme ça à les regarder, et c'est hyper pénible en tant que spectateur, surtout quand un film dure 2h40. Bon, il y a un personnage qui a trouvé grâce à tes yeux, comme toujours. Oui. On va l'entendre. Bah dis donc, il est fort, Ron. Bah ouais, c'est un BG. Ron, c'est le meilleur. Tu maintiens. Alors après, je précise, Ron dans les films n'est pas BG, mais l'entité Ron est BG. D'accord. Bon, qui dit nouveau chapitre de Harry Potter, dit nouveau personnage. Donc, on va faire un petit tour d'horizon des nouveaux arrivants. On commence par le premier qui apparaît dans ce film, c'est Dobby. Dobby qui est un elfe de maison. Comment est-ce que tu expliquerais déjà le concept d'elfe de maison ? C'est très clairement des esclaves. Ouais. C'est des petits elfes qui sont très sales et maltraités, qui peuvent être libérés grâce à une chaussette. N'importe quel vêtement. Ils n'ont pas le droit de porter des vêtements, donc ils sont un peu en haillons. Enfin, lui, il porte une espèce de sac. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on les achète ? Est-ce que justement, c'est comme la traite esclavagiste, il y a des... Alors, je pense que souvent, c'est un peu c'est horrible ce que je vais dire, une propriété de famille, quoi. De ce que je me souviens des livres. Donc, voilà. Mais globalement, c'est pas comme si tous les personnages des livres ou des films en avaient. Donc ouais, c'est pas un truc hyper répandu. À Poudlard, il y a des elfes qui travaillent. Donc, par exemple, en fait, toute la nourriture qui est faite et tout ça, c'est des elfes qui la préparent. Et c'est pour ça que quand elle apparaît magiquement, en fait, elle apparaît pas magiquement, c'est les elfes qui les ont préparées.
Et d'ailleurs, Hermione, elle va avoir une association qu'elle va créer toute seule, Ah oui. où elle va tricoter des habits qu'elle va laisser partout dans le château pour libérer les elfes, pour qu'ils les ramassent et tout ça et qu'ils se libèrent. Parce que du coup, ils sont pas payés, les elfes de Poudlard. Je pense qu'ils sont peut-être payés, mais en tout cas, ils sont un peu la propriété de Poudlard quand même, quoi. Et du coup, elle veut les libérer, mais les elfes de Poudlard, ils ont pas trop envie d'être libérés non plus. Il y a un rapport aussi un peu chelou où les elfes eux-mêmes, tu le vois même avec Dobby, il a une loyauté un peu imposée par magie, en fait. Dès qu'il trahit ou que les secrets de son maître, entre guillemets, il a besoin de se faire du mal. Mais Dobby, il va venir travailler à Poudlard, mais en tant qu'elfe libre, quoi. Donc, il y a des elfes libres, mais il y en a d'autres qui sont dépendants soit d'une famille, soit d'un système, quoi. Mais en général, c'est donc des familles riches, et souvent, dans l'histoire de Harry Potter, en tout cas dans ce qu'on voit, c'est soit à Poudlard, soit dans des familles, les Black, donc la famille de Sirius, qui est une famille de sorciers pas sympas, qui était du côté de Voldemort, très clairement, et les Malfoy, quoi. Oui, donc le parallèle historique est très évident, quoi. Oui, évidemment. J.K. Rowling, et on le voit vraiment dans ce numéro-là. En même temps, c'est des livres pour enfants, quand même, mais elle n'est pas très subtile dans ses parallèles. Oui, parce que À la croisée des mondes, c'est aussi des livres pour enfants, et c'est bien plus délicat. Comment tu décrirais Dobby ? C'est le mec qui est hyper gentil avec toi et qui est vraiment trop gentil et t'es un peu en mode arrête d'être gentil. T'es trop gentil, c'est un peu saoulant à quel point t'es gentil, tu vois, ce genre de personne. Ouais. C'est Dobby. Il est vraiment trop gentil au sens premier du terme. Il faut qu'il arrête. Il est intense. Il a une grande passion pour l'automutilation et je pense qu'il écoute beaucoup de System of a Down. Dobby had to iron his hands. Oh là là. Il est trop aimant, lui, hein. Il est pénible. Oh là là. Why did you buy that thing, Dobby? En vrai, il pleure beaucoup, il se mouche beaucoup, je m'identifie un peu, mais... Tu te mouches pas dans tes haillons? Non, généralement, j'évite quand je peux. Ceci dit, t'avais un pantalon haillon à un moment. Ou alors des haillons propres. Très longtemps, Anaïs, c'était des haillons propres pour le coup, mais t'avais un pantalon que t'avais eu depuis tellement longtemps et c'était plus des trous qu'un pantalon, quoi. C'était un pantalon de pyjama, je précise. Hein. Oui. Il y avait plus de trous. Pas dans la rue. Il y avait plus de trous que de tissu. Non, mais tu le portais en présence d'autres êtres humains. Oui, des êtres humains en qui j'avais confiance et qui visiblement n'ont aucun problème à rompre cette confiance face à nos auditeurs. Ouais, non, en fait, le problème avec Dobby, c'est que il est mignon, mais dans tout le film, il y a ce truc récurrent où il veut rendre service à Harry et l'aider et le sauver. Et tout ce qu'il fait entraîne des effets plutôt négatifs pour Harry et tout le monde autour de lui. Et donc, c'est vraiment la gentillesse dont on pourrait se passer. Ensuite, on a Gilderoy Lockhart, qui est le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Il est joué par Kenneth Branagh. Pour la petite histoire, il devait être joué par Hugh Grant, qui aurait été incroyable dans ce rôle. Oui. Et qui n'a pas pu pour des raisons d'agenda. Donc, c'est Kenneth Branagh qui a été casté à sa place. Kenneth Branagh, qui est quand même très connu. C'est une star du cinéma et du théâtre britannique. C'est la version discount de Ewan McGregor aussi. Oui, c'est vrai. Mais il est très connu pour les adaptations de Shakespeare. Oui, voilà. Et qui est plutôt un homme séduisant. Moi, je pense que Hugh Grant, il n'était pas prêt encore à assumer la bouffonnerie de ce personnage. Parce que c'est un truc qu'on l'a beaucoup plus vu faire ces dernières années. Oui, dans Paddington, par exemple. Ouais, mais là, il était encore trop beau gosse et pas assez vieux beau gosse, un peu ridicule parce qu'il est has-been. Alors que là, c'est totalement ce rôle-là et Kenneth Branagh le fait très bien. Ensuite, on a Arthur Weasley. On avait rencontré vite fait Molly Weasley. Dans le premier film, elle emmenait ses enfants à l'école, à la gare. Et là, on découvre le père. Je crois qu'on l'avait pas découvert dans le premier film, dans mon souvenir. Il est joué par Mark Williams et il est très sympa parce qu'il est fan des Moldus. De toute façon, c'est un des personnages les plus sympathiques aussi dans les livres. Et c'est aussi l'occasion de découvrir là où ils habitent. Ça s'appelle le terrier en français, The Burrow en anglais, qui est une maison incroyable quand même. Oui, très charmante. C'était un de mes aspects préférés du jeu vidéo Harry Potter. J'ai jamais joué au jeu vidéo Harry Potter. Mais c'est vrai que, pour moi, toutes les scènes au terrier, dans les livres, ça a toujours été des moments de... j'ai même une nostalgie en y repensant parce que je me projetais tellement dedans. Par exemple, les fois où Harry fête son anniversaire là-bas et qu'on lui fait une trickle tart ou des trucs comme ça, tout ça, c'est
la quintessence du cosy d'Harry Potter, quoi. Oui, et puis c'est ce que c'est censé évoquer chez nous, parce que pour lui, qui a été maltraité toute son enfance... c'est le foyer, quoi. Ouais, voilà. Les Weasley, ils voient ça comme un endroit qui est pas super, parce qu'ils sont un peu pauvres. Mais en fait, pour Harry Potter, c'est un émerveillement total, parce qu'il a jamais connu ça, et que c'est une famille qui est extrêmement soudée, chaleureuse. Et qui fait la vaisselle par magie, c'est trop bien. Et ensuite, on a Lucius Malfoy, joué par Jason Isaacs, qui est pas mal quand même. Bel homme. Lucius Malfoy, qui est si Legolas était un facho, en fait. Oui, c'est ça, il a la même coupe de cheveux. Ouais. C'est toujours marrant dans ces films, surtout en les voyant avec le recul, parce qu'à l'époque, quand je lisais les livres et que je voyais les films, j'avais l'âge des personnages. Donc, je trouvais ça totalement normal, en fait, que ce soit des héros d'aventure qui soient considérés comme des égaux des adultes ou qui soient aussi menaçants ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, évidemment, voir que c'est tout le temps des préados qui sauvent le monde et surtout qui sont considérés comme des menaces par des adultes, c'est toujours un peu comique. Il y a un décalage vraiment très clair. Et là, voir Lucius Malfoy, en fait, bolosser des enfants de 12 ans. Oui, harceler vraiment des enfants. C'est particulier quand même. Le mec, il est vraiment en train de bully un groupe d'enfants de 12 ans. Et toi, le petit moche, t'es qui? Vous êtes pauvre, vous êtes où? Et puis, il y a Moaning Myrtle. Oui, Myrtle qui pleure. Mimi Géniard en français, qui est un fantôme qui hante les toilettes des filles et qui est joué par Shirley Anderson. Ça, c'est très bien trouvé quand même, comme personnage. Après, elle a tout donné. Dans ses scènes, elle y va un peu fort, je trouve. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle doit avoir 35 ans, un truc comme ça, l'actrice qui joue ce rôle. Elle jouait la meilleure amie de Bridget Jones dans les films. Donc, c'est pas du tout une adolescente. Mais oui, elle est très pénible. Mais moi, j'aime bien, en fait, j'y pense même dans les livres, je trouve le côté, genre, une fantôme qui est tout le temps, une meuf fantôme qui est tout le temps en train de pleurer et d'obséder sur les garçons dans les toilettes des filles, je trouve ça très drôle quand même. Oui. Et puis, moi, je m'identifie beaucoup à elle aussi, mais... En fait, j'aimais énormément le concept dans les livres. Je trouve que là, la retranscription est peut-être plus crispante qu'amusante. Oui, bien sûr. Alors que ça pourrait être super cool, la rage féminine et tout. Et en fait, elle est pénible. Mais bon, elle est appelée Géniarde, donc... Ensuite, on a Professeur Chourave, qui est la chef des Poufsouffles et qui est aussi la prof de botanique. Et qui est jouée par, et c'est pour ça que je l'inclus, parce qu'en vrai, elle a genre 2 scènes, mais elle est jouée par Myriam Margolyes, qui est une des plus grandes actrices britanniques de tous les temps, et qui est surtout une source de divertissement constante, dès qu'elle passe dans une émission de télé, surtout quand elle passe chez Graham Norton. Je vous conseille de taper son nom et Graham Norton Show sur YouTube, et vous allez tomber sur des pépites. Elle a toujours des anecdotes incroyables, et elle est très très marrante. Et il y a aussi Tom Jedusor, qui est joué par Christian Poulson. Eddie Redmayne avait postulé pour ce rôle et ne l'a pas eu. Pas assez conventionnellement BG. Ouais. Parce que là, Tom Jedusor, c'est vraiment, il a un côté un peu crooner, tu vois, les cheveux gominés, tout ça. C'est vrai, il est vraiment pas mal. Il est pas mal, mais il est méchant. Et c'est aussi un film où on découvre un petit peu plus Ginny, qu'on avait aperçu très très vite dans le premier. Elle était aux côtés de sa mère quand sa mère accompagnait ses frères à la gare. Et là, on la découvre un peu plus. Pas trop quand même, mais un peu plus. Non, moi je pense que c'est un peu raté comme introduction à l'univers, même si on l'avait déjà rencontré. Mais là, c'est un peu son film. Enfin, on se rend compte qu'elle était cruciale dans l'intrigue. Je trouve que ça aurait pu être un peu mieux fait. Après, dans les livres, si mon souvenir est bon, elle avait vraiment un truc de timidité extrême. Donc, elle s'exprime très rarement, par exemple, devant Harry. Et c'est le cas pendant plusieurs livres, jusqu'à ce qu'elle se libère un peu de ça en écoutant les conseils de Hermione. Mais elle est assez effacée quand même dans ce livre où pourtant elle a un rôle central. Qu'est-ce que tu penses de ce film par rapport au précédent ? Beaucoup moins bien. Vraiment, j'étais surprise de voir à quel point la qualité avait baissé. Parce que le premier, je trouve quand même que, même si c'est pas mon univers de prédilection, il est vraiment fun à revoir. Il est merveilleux. Et là, c'était d'une platitude. Après, je trouve que les décors sont quand même assez ouf, toujours. Les décors sont beaux, mais en fait, justement, ils sont pas aussi bien mis en valeur. Le film a l'air d'être beaucoup plus préoccupé par son action, de manière, pas très convaincante, je trouve. Il y a quand même des moments qui t'ont plu dans le film ou pas ? Oui, j'adore le voyage en cheminée. Ah oui, la Floo Powder. Ça, je trouve ça très très cool. Et c'est un peu lié, mais j'adore la Diagon Alley un peu dark. Oui. Genre, c'est un peu la colline du crack ça s'appelle de Poudlard, quoi. Nocturne Alley. Très sombre.
avec colline du Drac. oui, c'est enfin monté. Il me faudrait plus de trucs comme ça, un peu sombres, un peu dégueux, un peu moins rangés dans cet univers. Ou alors que ce soit vraiment 100% merveilleux, mais là j'ai bien aimé découvrir que dans cet univers magique, il y a aussi des endroits beaucoup moins fréquentables. Et ça me fait plus penser à un parc d'attractions avec une maison hantée, ou un manège hanté. Et j'aime bien. Ce film se veut plus sombre et plus horrifique que le précédent, même si ça reste un film pour enfants, évidemment. Il y a une série d'événements lors desquels des élèves sont mis en danger et blessés, enfin ils sont stupéfiés. Donc ils sont pétrifiés, ils sont paralysés en fait. Et le chat aussi, Mrs. Norris, le chat de Filch, Rusard en français, l'est aussi. J'adore Rusard. Et donc, ça m'étonne pas. Et donc, dans ces scènes-là, le film prend un tournant un tout petit peu plus horrifique quand même. Vite fait. Très vite fait. Tu l'as remarqué, tout en regrettant que ça n'aille pas plus loin. Trop bien. Ça a pas la tête, c'est horrible. Ouais, mais c'est horrifique, j'aime bien. Putain, si Dario Argento avait réalisé un Harry Potter, ça aurait été incroyable. Tu vois, pas de répit, quoi. C'est clair. Toujours, il faut que me... C'est horrible. Je déteste ce chapitre. C'est vraiment une version nulle de Suspiria, quoi. À quoi ça aurait ressemblé Harry Potter, selon toi, si Dario Argento avait réalisé ? Suspiria, qui, pour le rappel, pour les gens qui n'ont pas écouté tous nos épisodes d'Amis, est un film d'horreur avec des sorcières. Un film des années 70, donc forcément très cool. En fait, il y a plein de scènes dans ce film qui m'y font penser, notamment quand il est à l'infirmerie la nuit. Parce qu'il y a une scène dans Suspiria où, tu sais, elles dorment, elles passent la nuit dans le hall de l'école. Et ça se passe dans une école de danse, mais qui est en fait dirigée par des sorcières, Suspiria. Et donc, il y aurait beaucoup plus de fond rouge ou bleu, hyper vif. Il y aurait plus de gens qui parleraient allemand aussi, pour une raison que je ne saurais pas expliquer. Bientôt. Enfin, c'est plus bulgare après, mais ça arrive. Dans 2 films, tu vas en avoir. Mais non, et puis des décors un peu plus art déco. Mais ouais, en fait, ça m'y a fait beaucoup penser, mais forcément beaucoup moins bien. Et Ron aurait vomi beaucoup plus de limaces. Beaucoup plus de limaces. C'est vrai qu'il vomit des limaces à un moment, le pauvre. Oh non! Ouais, ça, je m'en souviens, c'est drôle. Qu'est-ce que c'est la chambre des secrets ? Donc ce n'est pas un endroit où l'on dort. Ni un endroit où il y a des secrets. Non, exactement. C'est un endroit secret. Même s'il n'est pas secret, parce qu'en fait tout le monde connaît son existence, c'est juste que personne ne sait où c'est. Son emplacement est quand même secret, quoi. C'est un peu le point G de Poudlard. Elle est con. Et donc c'est une grande cave dans laquelle il y a un gros serpent. C'est tout en fait. Ouais. C'est un peu comme à la fin de la saison 3 de Buffy, où t'as toute la saison qui est sur les délires du maire qui veut devenir invincible, tout ça. Et à la fin, son rêve, c'est de devenir un gros serpent. C'est vrai qu'il y a un truc autour des gros serpents, quand même. Ouais. Encore des délires de phallique. Ouais. Mais du coup, j'ai pas compris parce que... Enfin, j'ai compris, mais je trouve que c'est nul. Ok. Non, parce que... Le principe de cette chambre m'échappe. L'idée, c'est que si elle est ouverte, mais ouverte comment ? Parce qu'on comprend que c'est un passage secret qui est sous un lavabo, ça va anéantir les élèves qui sont des enfants de Moldus. Mais pour ça, il faut que Ginny soit possédée par un carnet et qu'elle inscrive des trucs avec du sang sur le mur. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas clair leur histoire. Ouais, quoi. j'en sais rien, honnêtement. Je crois que c'est parce qu'il doit se nourrir de son énergie à elle ou un truc comme ça. Honnêtement, le problème, c'est que j'ai lu ce livre, je te dis, il y a très très longtemps et qu'une fois ou peut-être 2. Et bon, clairement, j'étais pas totalement dedans. Donc, je saurais pas vraiment te répondre. Si vous avez la réponse, écrivez-nous. Mais on va entendre que oui, j'étais pas forcément à fond. Donc, pour une fois, je n'ai pas d'explication. Du quoi ? Toi, je sors. Tu verras. T'étais en train de dormir ? Non, mais à moitié, j'étais en train de décrocher. Mais non, mes yeux, c'était pas encore fermés. Tu verras. En fait, c'est un film qui, par rapport au premier, je pense que c'est ça aussi que souligne Roger Ebert dans sa critique. C'est dans le premier, il y a quand même beaucoup d'expositions. Là, il y a beaucoup plus de scènes d'action. Et ça commence dès le début. Bon, il y a Dobby et tout ça. Mais il y a une scène assez emblématique dans le livre aussi. C'est la scène où ils se rendent à Poudlard en voiture volante, qui est une scène mais qui n'a aucun sens parce que tu te dis, il suffisait d'attendre que Molly Weasley ressorte pour lui dire, bon, on a loupé le train, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, ce serait beaucoup moins fun, certes.
Mais du coup, là, on doit les voir voler en voiture au-dessus du train. On comprend pas comment ils ont appris à conduire. Et comment ils s'y retrouvent aussi, parce qu'à un moment, ils disent on va retrouver le train, il faut qu'on retrouve le train, on sait pas où il est. Sauf qu'ils sont déjà au-dessus de l'Écosse. Donc tu te dis, ils l'ont perdu longtemps. Et puis ils sont au-dessus des rails. Donc en fait, suis les rails jusqu'à Poudlard, tu t'en fous de trouver le train. Oui, bah oui. T'as oui. trouvé les rails. Toute cette scène, c'est catastrophique. Je l'ai revue. L'écriture, le jeu, c'est un massacre. Après, je pense, et c'est ce que j'ai dit pendant le film, je suis pas sûre que ce soit pour nous, en fait. It's debilos. Et surtout, tu dis, c'est pour ça que ce film dure 2h40. C'est vraiment... ça fait je sais pas combien de temps. Ça fait presque une demi-heure. Ils sont toujours pas à Poudlard, il s'est rien passé. Il s'est passé des choses. Hein. Pour un truc, il s'est passé des choses. Donc plus bon, quand t'as 8 ans, en vrai, ça c'est génial. Oui, bien sûr. On n'est pas nécessairement le public cible. Non. Je suis pas d'accord parce que d'un côté, oui, je suis d'accord. Mais il y a énormément de films et d'œuvres dont on n'est pas le public cible et qui parviennent quand même à nous émerveiller, et notamment le premier livre Harry Potter, notamment tous les Pixar. Enfin, tu vois, il y a plein de dessins animés. Moi-même, oui, tu vois, bien je me suis prise au jeu en les regardant avec mon frère. Bon, j'étais pas adulte, mais mais là, il y a vraiment un défaut de rythme. C'est ce que tu disais au début. Pour moi, c'est le plus gros problème, c'est le montage. Le montage peut permettre de maquiller en fait certains autres défauts, comme les jeux d'acteurs qui sont pas terribles parce que les enfants sont pas super bons, les adultes sont géniaux. En fait, toutes les meilleures scènes du film, c'est quand il y a des adultes. Oui, dedans. en plus, ils ont un casting de ouf, en vrai, au niveau des adultes, quoi. Enfin, t'as vraiment certains des plus grands acteurs britanniques des 50 dernières années, donc... Ouais, et qui se donnent à fond, qui ajoutent un petit côté camp souvent à leur scène, ouais, voilà, et qui donnent vraiment beaucoup d'énergie et de flair au film. Mais comme la réalisation est plate, comme le jeu est plat, comme l'écriture est plate, parce que vraiment, c'est de l'écriture qui ne fait que exposer. Il y a un moment où, pendant le match de Quidditch, t'as Malfoy qui est en train d'affronter Harry comme d'habitude, et tout ce qu'il lui dit, c'est tu m'attraperas jamais. Enfin, tu vois, c'est ce genre de réplique en permanence pendant 2h40, c'est-à-dire qu'il y a aucun rythme, aucune poésie, aucun humour. Enfin, il y en a un tout petit peu, mais c'est vraiment la manière la plus simple et évidente de dire les choses à chaque réplique. Et donc ça, en plus, quand le montage est lent, bah ça donne quelque chose de très pénible à regarder. Et donc certes, tu acceptes beaucoup plus ça quand t'as 8 ans, je pense. Mais en même temps, je sais pas, à 8 ans, faut scoltiner un film de 2h40, quoi. On s'est dit d'ailleurs, parce que les films de la saga ont été réalisés par des réalisateurs différents à chaque fois. David Yates a réalisé les 4 derniers et Christopher Columbus les 2 du milieu. Mais il y a Mike Newell et Alfonso Cuarón qui en ont réalisé d'autres. Donc il y a des choix, des partis pris... au niveau de la réalisation et au niveau de l'esthétique, qui sont très clairs dans chaque chapitre. Et surtout, on le verra dans le chapitre 3, qui, moi, est mon film préféré de toute la saga. C'est aussi très, très clair les changements qui sont mis en œuvre. Donc, je me suis dit que ce serait bien que tu nous fasses un petit point sur la réalisation de chaque film. Donc, la parole est à toi. C'est donc Chris Columbus. Chris Columbus. Voilà, ouais. Le mal nommé. Qui a juste une réalisation que je trouve très fonctionnelle. C'est-à-dire que, un peu comme ce que je disais avec les répliques, c'est que des plans qui permettent d'établir des choses. Mais jamais de ressentir. Et donc, on a une réalisation qui est très plate, du début jusqu'à la fin, que ce soit dans les scènes d'exposition, dans les scènes d'humour, où généralement ça passe aussi par le visuel pour faire atterrir une blague avec un petit peu plus de flair. Je trouve que c'est plat, qu'il n'y a pas d'ampleur même dans la manière de filmer les décors. Alors certes, tu dis que les décors sont beaux, mais en vrai, il n'y a que 1 ou 2 moments où la réalisation va s'attarder sur les décors, va nous permettre de vraiment prendre la mesure de à quel point Poudlard est un endroit qui est ancien, qui est grand, qui est hyper bien décoré. Ce que je dis est peut-être faux, mais quand je repense à ce film, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes valeurs de plan, en fait, qu'il n'y a aucune variété dans les différents plans qu'on trouve. La photo est un petit peu verdâtre. Il y a un côté un petit peu fake aussi. Alors, je pense que peut-être ils ont expérimenté avec les images de synthèse à l'époque. Et il y a notamment ce plan en plongée où on voit tous les escaliers, tu sais, qui bougent au sein de l'école. Et ça fait hyper fake. Je l'ai remarqué au moment où on le regardait, où je disais, ah non, mais là, c'est le World Trade Center, la hauteur de Poudlard, alors que certes, c'est un château écossais, mais bon, on sent qu'ils se sont un peu perdus dans l'échelle de ce qu'ils voulaient représenter, et du coup, tout apparaît un peu limite en 2 dimensions. Que ce soit la grotte, enfin, la chambre des secrets,
la forêt, enfin, c'est des moments qui doivent être vraiment merveilleux, tu vois, ou qui doivent nous saisir visuellement. Et ça laisse aucune trace dans la mémoire. Et pour moi, ça, c'est parce que tout est très fonctionnel. Et après, il n'y a pas que ça. Bon, ça, c'est aussi du montage, mais c'est des choix de réalisation. Le découpage est aussi hyper fonctionnel et il y a un moment où tu as fait le rapprochement avec Jurassic Park où il y a le gros serpent qui est en train de poursuivre Harry et clairement on y pense un petit peu, sauf que la comparaison est évidemment atroce pour ce film parce que quand on regarde Jurassic Park et les films de Spielberg, c'est des masterclass de découpage et de manière de créer de la tension avec de la suggestion et avec justement des plans qui sont hyper bien choisis, que ce soit Jurassic Park ou que ce soit Les Dents de la Mer. Là, tu as l'occasion de refaire ça, mais c'est tellement plat que juste on voit un serpent qui avance et ensuite il tourne à gauche et ensuite il tourne à droite et donc il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas le frisson de, je sais pas, un plan très resserré sur le visage de Harry qui est collé au bord du mur et oui, bah moi, enfin, c'est-à-dire ça fait penser un peu à la scène de la cuisine dans Jurassic Park, mais sans le suspense, quoi. Et tout ça, c'est parce que il y a pas ces gros plans en fait où c'est comme il y a un affrontement entre Malfoy et Ron, où Ron finit par se lancer un sortilège. Et pareil, c'est le moment où t'as un blanc, une anticipation, t'as Malfoy qui lui dit « Ah ouais, t'es en train de t'en prendre à moi » à ce moment-là. C'est le moment où tu filmes, je sais pas, les pieds en train d'avancer lentement vers Ron. Enfin, tu vois, des petits points de détail comme ça qui rendent la scène un peu plus savoureuse. Et en fait, là, c'est vraiment que il se passe ça, et ensuite il se passe ça, et ensuite il se passe ça. Et c'est hyper pénible à regarder. Bon, il faut qu'on parle de l'intrigue la plus absurde de ce film. Oui. J'ai nommé la Polyjuice Potion, le polynectar, qui est donc une potion qu'il faut 3 mois pour préparer. Ouais, C'est encore pire que maintenant que tu me dis ça. Bah oui, t'as pas compris. À un moment, ils en parlent, ça doit être à 1/3 du film, et c'est aux 2/3 du film qu'ils le font finalement. Oui, mais j'avais pas réalisé, ça aussi c'est une erreur de la part du film, mais j'avais pas réalisé qu'autant de temps s'était écoulé. Ils vont dans les toilettes justement de Mimi Géniard pour le préparer pendant des mois, et en fait, bon bah, ce qui se passe, c'est que c'est pour se transformer en Crabbe et Goyle pour soutirer des informations à Malfoy sur le plan qu'il y a sur les Sandbourbes, sur... Oui, puisqu'ils se disent qui pourrait être l'héritier de Serpentard et qui tartine les murs de sang depuis la rentrée. C'est quand même un peu bizarre. Et le donc, candidat idéal, c'est quand même Malfoy. Voilà, parce que il est méchant, il est blond, il est raciste. Donc, on se dit que c'est forcément lui. Et en fait, ils prévoient de l'interroger, mais comme ils savent que eux-mêmes ne s'entendent pas bien avec lui, ils veulent prendre l'identité de ses potes pour mener un interrogatoire un peu à couvert. C'est ça. Et il y a 2 choses très absurdes. Déjà, il y a le tournant, ça c'est assez drôle, le truc de Hermione qui donc a récupéré en fait un cheveu, elle pense, d'une meuf de Serpentard sur la robe de la meuf, et en fait il se trouve que cette élève a un chat et que du coup Hermione est transformée en chat à moitié. On dirait un remake de Cats dans mes cauchemars, et avec beaucoup moins de chansons. C'est ça, ce qui est peut-être une bonne chose. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que quand ils sont transformés en Crabbe et Goyle, ils voient Malfoy, ils vont dans la salle. Moi, je me souviens de ça dans le livre, même si c'est distant. Je me souviens du suspense qu'il y avait. C'est-à-dire, je me souviens de la peur qu'il soit démasqué. Je me souviens en plus de la découverte parce qu'ils sont dans les donjons, les Serpentards. Je me souviens de la découverte de leur chambre, enfin, tu sais, de leur common room et tout ça. Ouais. De l'espèce de curiosité qu'ils ont et de la peur qu'ils ont en même temps. Là, c'est dénué de tout ça. En fait, on a vraiment l'impression, c'est ce que tu disais sur la réalisation, il y a une sorte de déroulé c'est très prosaïque en fait. Et ils se retrouvent face à Malfoy, et surtout l'interrogatoire est complètement nul. C'est-à-dire qu'ils se trahissent à peu près 4 fois. Ils ont une conversation absurde. 3 minutes. Ouais, non, voilà. Ça dure 3 minutes et ils ne posent aucune question à Malfoy. Ils le laissent parler et ils l'insultent à un moment parce qu'ils n'ont pas aimé ce qu'il a dit. Mais ils ne font pas du tout ce qu'ils ont prévu de faire depuis hyper longtemps. Du coup, maintenant que tu me dis, en plus, depuis 3 mois. Ouais, c'est comme tu le dis, c'est à une autre partie du film où elle commence à lancer le truc Hermione, et en plus elle le lance en disant c'est très dangereux, ce serait sans doute le truc le plus dangereux qu'on a jamais fait, et ça enfreindrait toutes les règles de la magie et de Poudlard et des êtres humains. Enfin vraiment, ce serait quelque chose d'absolument démentiel qu'on s'apprête à faire. Et ce qu'ils font, c'est juste ça en fait, c'est qu'ils ont 3 minutes où ils papotent avec Malfoy avec un masque, quoi.
c'est nul. Et du coup, c'est toujours, on en parle souvent, mais du setup et du payoff. Mais là, c'est établir quelque chose, nous promettre en fait quelque chose de spectaculaire qui tombe complètement à l'eau au moment où ça arrive. Et ça pourrait être joué comme justement, on s'est préparé, tu vois, on a attendu pendant des mois. Et au moment où ça se produit, en fait, un concours de circonstances fait qu'on n'arrive pas du tout à mener le truc jusqu'au bout. Mais c'est même pas écrit ou joué comme ça. C'est vraiment juste limite anecdotique. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà oublié que Hermione avait dit on va faire ça plus tard. Je crois que je t'ai même dit, mais ils font quoi là en fait? Ouais, mais c'est normal. Enfin, moi, je m'en souvenais parce que je me souviens quand même bien du livre, mais c'est très mal retranscrit à l'écran. Il y a une autre scène qui est un peu absurde, c'est la scène du duel, qui vient aussi éveiller la suspicion autour d'Harry, c'est-à-dire que donc il y a ces crimes qui ont été commis, on ne sait pas qui les a commis, et à chaque fois il se trouve que c'est Harry qui découvre les murs ensanglantés et les gens pétrifiés. Et donc la suspicion commence à grandir autour de lui, et il y a ce moment du duel où il est face à Malfoy. Alors déjà, les profs du coup encouragent des duels entre élèves. Normalement, ils ont le droit que de se désarmer en fait en s'envoyant des sorts, mais évidemment c'est Malfoy donc il ne respecte rien. Et Malfoy crée un serpent à un moment avec donc il est assez doué le garçon quand même avec sa baguette, et en fait Harry commence à parler au serpent. Et là on l'avait un peu découvert dans le premier, même si dans le premier on l'entendait parler en anglais, mais là on découvre qu'il parle une autre langue qui s'appelle le Parseltongue ou le fourche-langue en français, qui donc est la langue des serpents, qui est une langue en plus qui dans la version anglaise, et j'imagine que dans la version française c'est la même qui a été reprise, qui n'est pas disponible sur Duolingo. Qui n'est pas disponible sur Duolingo, mais qui a été développé par un linguiste de Cambridge pour le film. Donc, Et on s'est dit, il est un peu dans sa reputation era. Tout à fait. C'est pas pour tout ramener à Taylor Swift. Si vous n'avez pas écouté notre épisode sur Taylor Swift dans PIC TV, écoutez-le. Mais Taylor Swift, elle a eu une ère de sa carrière qui était très serpent. Très serpent. C'était son air un peu sombre. Et on s'est dit que ce film, c'était un peu son film, moins le talent, mais c'est son esthétique, quoi, sur certains aspects. En fait, c'est un film sur Taylor Swift. De ouf. Taylor Swift, elle est Serpentard, je pense. Sorry? Les snakes, l'ambition. That voice. Are you ready for it? Bon, on l'a compris, il se passe rien de très très palpitant dans ce film, et on s'est quand même pas mal emmerdé. Ah, c'était éprouvant. Vraiment, je crois que c'était une de nos pires expériences de visionnage depuis le début de ce podcast. Meuf, non. Je pense que t'as Cats, t'as The Last Face, et en dessous, t'as Harry Potter 2. Ouais, non, je pense qu'il y en a eu d'autres. Le truc, c'est que là, ça fait donc 1 heure qu'on nous dit il y a du danger et il va se passer quelque chose de terrible. Bah, il se passe des trucs, quand même. Oui. Bah oui. Il a un bras tout mou, il y a des petits bonhommes bleus qui ont attaqué. Mais non, c'est pas ça, les trucs. C'est qu'il y a quand même un chat qui a été presque tué, un enfant qui a été presque tué. Enfin, meuf. Oui, mais ils ont ça pas aussi, j'aime pas. Polyjuice Potion, là. You're absolutely right. Sip. C'est long. C'est vraiment... Pourquoi tout traîne? J'en peux plus, Anaïs, j'en peux plus. T'as pensé quoi de la fin? Alors, il se passe quoi à la fin? Dumbledore donne encore 8000 points à Gryffondor sans raison. Toujours. Non, il y a donc un gros affrontement à la cave avec le gros serpent. Et alors ça, c'est très drôle, c'est qu'à un moment, Dumbledore quand même nous présente son phénix, fume sec. Fox, en anglais. Et de manière très naturelle, il lui dit voilà, ça c'est mon phénix. Il peut porter des poids très importants et ses larmes peuvent aussi guérir les blessures. Et donc à la fin, t'as Harry Potter qui est blessé par le gros serpent. Et là, paf, le phénix apparaît. Il lui pleure dans la plaie, il le guérit. Et ensuite, il les porte, lui et tous ses potes, en dehors de la chambre des secrets parce qu'il peut porter un poids très important. Et là, tu te dis merci Dumbledore pour ce magnifique dialogue d'exposition. Voilà. Donc voilà, il se passe ça et il reçoit une épée de Godric Gryffondor, qui était le fondateur de Poudlard. L'un des 4 fondateurs de Poudlard, voilà. Fondateur de la maison Gryffondor. Avec ça, il tue le serpent et ensuite, il se rend compte que ça ne servait à rien puisque jeu du sort, c'est pas le serpent en fait qu'il faut tuer, c'est le carnet. Et donc là, il prend une dent de serpent. Un croc.
et il le plante dans le journal intime et ça, c'est trop stylé. Et donc, il fait saigner le livre en le poignardant. Donc là, tu as dit la plume dans la plaie, le devoir de tout journaliste. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'est dit qu'en fait, Harry Potter était un Edoui Plenel en puissance. Et donc, voilà, il poignarde le livre saigne, jeu du sort disparaît. T'as compris ce que c'était le livre en voyant ça, justement ? Bah, tu m'as dit que c'était un Horcrux quand on était non. devant. Donc, je ne sais pas ce qu'est un Horcrux, mais je sais que ça en fait partie. Tu sais pas ce qu'est un Horcrux ? Bah, j'imagine du coup que c'est les manifestations physiques de Voldemort, qui est une espèce d'esprit désincarné, qui n'a pas encore assez de force pour être 100% une vraie entité. Et donc, son identité peut être trouvée dans des objets. C'est presque ça. Honnêtement, t'es vraiment très proche. C'est pas exactement ça, mais c'est très très proche. Et il y en a un, c'est une biche. Non, pas du Non, tout. ça c'est les Patronus. Et Harry Potter est un Horcrux. Ou c'est un Patronus. C'est un des deux. Il y a un plot twist. Et il n'y a pas aussi un plot twist où, genre, en fait, on comprend que Voldemort, c'est un peu le père d'Harry Potter ? Non. Alors non, par contre. Non, ça c'est dans Star Wars. Par contre, non, vraiment pas. Ou son frère, un truc comme ça ? Non, ils Non. sont pas demi-frères. Non. Non, vraiment pas. Bon, en conclusion, C'est quand même un peu pour les teubés, ces films. Et en même temps, enfin, je dis ça, mais je décroche, enfin, j'écoute pas ce qu'ils disent. c'est peut-être ça le problème. Oui, c'est fort probable. Mais en même temps, pour qu'on écoute, il faudrait que ce soit bien. On s'est fait une réflexion quand même sur les sorts dans Harry Potter pendant le visionnage. On va l'entendre. C'est marrant, c'est vraiment basic latin, quoi. Vipera et Vanisca. C'est clair. Je pense que c'est plus impressionnant pour les anglo-saxons. Agua buva. Tu veux que je te dise ? Il s'appelle Insecticidus repellus. Toiletus openamus. C'est devenu un jeu pendant le visionnage. Donc on s'est dit qu'à chaque épisode, on allait inventer notre propre sort. Eh ben Anaïs, c'est quoi le tien cette semaine ? Bah moi, en venant ici, je me suis dit que j'aimerais bien avoir un sort qui serait tranquillus dans le bus. Et c'est pour quand t'es dans les transports en commun et qu'il y a trop de bruit et que tout le monde te fait chier. Bah tu jettes ce sort et d'un coup, c'est hyper calme. Silence total. Les gens te laissent de l'espace et t'es tranquille. Tranquillus dans le bus. Bon, le prochain film, il faut qu'on en parle un tout petit peu parce qu'alors là, par contre, j'aime pas le 2, mais putain, le 3. Ah bah oui, on l'entend dans ta voix. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, pour parler de moi un peu, c'est, je pense, celui que j'ai le plus lu et de tous les films, c'est mon préféré. Pour moi, c'est vraiment un très bon film jeunesse, quoi. Et même un très bon film tout court. Enfin, dans la saga, en tout cas, c'est vraiment le haut du panier. Tu te souviens de beaucoup de choses de ce film ou pas du tout ? Non, pas du tout. Autant je me souviens du livre qui m'avait pas mal marqué parce que j'aimais beaucoup les détraqueurs. Enfin, j'avais pas envie d'en croiser un, tu vois, mais j'adorais le concept. Bah ouais. Je trouvais le concept génial et je trouve toujours que c'est un concept vraiment génial, hyper parlant, sombre, très évocateur, qui peut servir de parallèle à plein de choses, notamment la santé mentale. Donc ça, j'avais bien kiffé. Et surtout qu'en fait, moi, j'ai découvert les 3 premiers en poche. Ouais, moi aussi. Et donc, je pense qu'en attendant le 4, j'avais beaucoup relu le 3 aussi. Et après, c'est pas une expérience que j'ai eue avec les autres puisque j'ai suivi la sortie. Mais là, j'étais très impatiente. Donc ouais, j'en garde un bon souvenir. Par contre, vraiment, je me souviens plus du tout ni de l'intrigue, au-delà du fait qu'il y a la prison, ni du film. Mais est-ce que c'est pas là qu'on voit Sirius déjà pour la première fois ? C'est lui le prisonnier d'Azkaban, en fait. Oui. Ouais. Tu vas voir, c'est trop bien. Et c'est Gary. C'est Gary Oldman. Trop bien. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous tous de nous retrouver chaque semaine. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour parler de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ça va être super. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Mais vraiment, ça a l'air d'être tellement insupportable pour eux d'héberger ce Harry qu'ils devraient le laisser aller à Poudlard.
This night might well be the last you spend. J'ai cru qu'il avait dit These nuts. These nuts. Waouh. Dark. Chips. Bah, c'est mal fait parce que Ouais. c'est pas clair. C'est Malfoy. Tom Riddle. Riddle. Waouh, putain, je me suis vraiment fait rire pour pas grand chose.